quand on regarde les usages et ce qu'elle peut nous apporter, est finalement riche de promesses. On s'est risqué à appeler ce dernier moment « Aide-toi, la blockchain t'aidera », ce qui est quand même un petit peu osé, mais on a osé le faire. Je propose à l'ensemble des 4 intervenants, 5 avec Jean qui va animer, de rejoindre la scène, s'il vous plaît. On va donc parler du potentiel caritatif. On a la chance d'accueillir donc l'UNICEF avec 2 personnes, Give avec Arnaud et Analia de chez Consensus. Alors, on va vous proposer un petit jeu, là pareil, différent pour la fin. On s'est dit qu'il était un petit peu tard et qu'on voulait plutôt vous projeter dans quelque chose d'un peu émotionnel. Et donc, on va jouer autour des images. On va vous proposer un jeu qui s'appelle le 20 sur 20. Chaque intervenant aura finalement 20 images à vous présenter, chacune durant 20 secondes, pour aller raconter son histoire. Jean, je te laisse la parole. Merci, bonsoir. Alors, on a passé l'après-midi à écouter cette promesse presque infinie de la blockchain. Et évidemment, on se dit, ces usages-là, ils doivent pouvoir servir à des missions de solidarité qui sont alors soit au service directement des ONG. Et le social, c'est souvent des écosystèmes très complexes dans lesquels la traçabilité ou la transaction sécurisée peuvent être riches de chance en termes de chance, en termes de performance pour ces organisations. Et puis, bien évidemment, on pense aussi au public fragile. Et je vais donner un seul exemple. C'est le 1,7 milliard de population pas bancarisée aujourd'hui et qui pourrait trouver au travers de la blockchain un moyen d'accéder à des services financiers. Donc, pour illustrer le propos, nos 4 invités, Analia, si vous voulez bien commencer donc, par cet exercice avec ces 20 images et c'est 20 secondes par image. 20 images, 20 secondes. Donc vous me dites quand vous êtes prête à démarrer, on lance le diaporama. Bonsoir. Bonsoir tout le monde, merci. C'est parti. Je suis prête. Donc, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je fais partie de chez Consensus. Chez Consensus, nous travaillons pour développer l'écosystème blockchain sur différents axes. On travaille avec les gouvernements, on travaille avec les entreprises. On fait de la recherche en interne. On fait de l'incubation de ces startups et aussi on fait de l'investissement de capital. On développe aussi, en ce qui nous concerne aujourd'hui, on développe aussi un axe sur la blockchain for social impact. On pilote le projet Blockchain for Social Impact Coalition, qui c'est une fédération de plus de 50 ONG. Donc, pour le contexte, nous vivons aujourd'hui dans un monde où il y a 2,7 milliards de personnes qui vivent avec moins de 2,5 $ par jour. 1 sur 7 personnes n'ont pas d'identité légale. 25 millions de personnes sont des victimes des trafics d'êtres humains. Et 65 millions de personnes sont déplacées, dont 20 millions sont des réfugiés qui habitent plus de 20 ans. Il y a beaucoup de gens dans les camps de réfugiés qui habitent plus de 20 ans de leur vie dans des camps de réfugiés comme celle-ci. Donc, dans ce contexte, la question qu'on nous pose, c'est quel est le potentiel caritatif de la blockchain? Donc, je pense que la blockchain a 2 potentiels. Un qui c'est un potentiel incrémental et un autre qui c'est un potentiel radical, de changement radical. Donc, dans cette partie de faire une amélioration continue, la blockchain nous permet d'améliorer les solutions qui existent aujourd'hui, d'apporter de la transparence et de l'efficacité. Par exemple, dans la philanthropie traditionnelle, si nous ajoutons la blockchain, on peut non seulement apporter de la transparence, mais aussi des autres bénéfices comme la traçabilité des donations ou l'évaluation de l'impact de ces dons qu'on fait. Mais de notre partie, la blockchain a le potentiel de faire un changement radical, surtout dans les situations où ce n'est pas possible de collaborer ou de travailler ensemble avec des gouvernements, avec des institutions qui ont le pouvoir principal sur ce type des problèmes. Donc, par exemple, quand c'est ces institutions, la source du problème même. Donc, dans ces groupes, je pourrais énumérer, par exemple, l'identité des populations les plus vulnérables, l'inclusion financière, la chaîne logistique et les militants des droits de l'homme. Donc, comme on n'a pas trop de temps, j'ai décidé de faire un passage un peu vite sur différents projets
que je pense qui tombent dans ce groupe, qui font des changements radicaux dans des problèmes humanitaires. Donc, quand on parle de l'identité pour les populations les plus vulnérables, il ne faut pas oublier que l'impact d'avoir ou ne pas avoir une identité légale fait qu'on peut avoir accès à l'éducation, qu'on puisse avoir accès à des capitals, à l'aide financière. Donc, par exemple, on peut trouver un des projets des Nations Unies, qui c'est un projet que je trouve très intéressant, qui s'appelle Blockchain for Humanity, qui permet de donner une identité légale aux enfants en Moldavie pour qu'eux, ils ne puissent pas être retirés ou trafiqués à l'extérieur de Moldavie avec des faux papiers. Un autre projet s'appelle les Building Blocks des World Food Programme, qui, en donnant une identité numérique connectée à une identité biométrique, permet aux réfugiés au Jourdain d'aller au supermarché, acheter, sans avoir un papier ou une identité légale ou un porte-monnaie ou un wallet digital ou aucune connexion avec la blockchain. Mais ça les permet d'y aller et aussi ça permet au WWF d'envoyer tout l'argent sans passer pour les intermédiaires bancaires qui prenaient un gros morceau de tout ça qui s'était collecté pour eux. Quand on parle d'inclusion financière, d'après la Banque mondiale, on parle de 466 milliards de dollars qui sont envoyés chaque année pour des migrants économiques vers leur pays d'origine. Sur ça, qu'est-ce qui passe? Les banques, les intermédiaires classiques, prennent 7% de cet argent, que c'est l'argent des gens qui sont déjà sur des revenus qui sont déjà très restants. Il y a une initiative qui s'appelle la Bifrost qui aide les migrants économiques à faire l'envoi d'argent. Je vais dépêcher un peu, comme ça je rattrape les images. Donc du coup, la chaîne logistique, même si on peut penser que ça sert uniquement à tracer les poulets, la chaîne logistique aujourd'hui a besoin aussi de la transparence. Il y a énormément de trafic humain qui est lié à la manque de transparence de la chaîne logistique. Il y a aussi des problèmes de provenance et d'abus de pouvoir. Donc, je passe là vite fait. Il y a un pilote qui s'appelle Bait to Plate qui fait la traçabilité de la chaîne logistique pour les tunas. Et sinon, pour les militants des droits humains, j'ai raccourci un peu, il y a plusieurs projets, mais on doit pouvoir donner la sécurité à les militants des droits humains. Et aussi, par exemple, il y a un projet que je trouve très intéressant qui s'appelle Sentry, que j'ai découvert récemment, que c'est un projet en Syrie, que ce qu'il fait, c'est collecter des données des alertes, des frappes aériennes, des zones de guerre de Syrie qui sont objets de violences indiscriminées. Il les enregistre sur Ethereum et ça fait qu'à la fois cette information pourrait éventuellement être utilisée comme preuve. Donc, ce projet a réduit dans les trois dernières années 27% de la mortalité des frappes aériennes en Syrie. Donc, qu'est-ce que c'est le potentiel qualitatif de la blockchain? Je me dis que la blockchain, n'est-ce pas, c'est une nouvelle et puissante technologie, mais c'est à nous de la mettre au service de bonnes causes. Donc, donc, ça veut dire que les potentiels qualitatifs de la blockchain, en vrai, n'est pas sur la blockchain, sinon nous, et l'usage que nous faisons. Donc, si vous voulez développer ces potentiels avec nous, je serai ici et je serai ravie de parler avec vous plus tard. Merci beaucoup.